Le naufrage du Titanic est l'une des tragédies les plus célèbres de l'histoire. Le 14 avril 1912, lors de son voyage inaugural entre Southampton et New York, le paquebot heurte un iceberg. La collision provoque une voie d'eau à l'avant du navire, qui commence alors à sombrer. Un appel de détresse désespéré est lancé au navire se trouvant à proximité. À 107 km de là, le RMS Carpathia capte le signal et met immédiatement le cap vers la position transmise par le Titanic. Malgré des conditions difficiles, il parvient à atteindre la zone à temps et sauve 705 survivants réfugiés à bord de 20 canots de sauvetage. Les coordonnées transmises par le Titanic se révèlent cruciales. Elles permettent de secourir les naufragés et, plus tard, de retrouver 337 corps dérivant en mer. Mais lorsqu'il s'agit de localiser l'épave du navire lui-même, l'utilisation de ces mêmes coordonnées devient un défi bien plus complexe. Un défi si immense que personne ne parviendra à retrouver la trace du Titanic avant 73 ans. La recherche du Titanic a commencé presque immédiatement après son naufrage. En se basant sur la dernière position connue, on a rapidement imaginé des plans pour remonter le navire à la surface, alors même qu'on ignorait précisément où il se trouvait et dans quel état. Mais la plupart de ces projets n'ont jamais vraiment progressé. À cette époque, les plongeurs équipés de lourds scaphandres métalliques ne pouvaient atteindre que des profondeurs de 90 mètres au maximum. Or, la profondeur à laquelle repose le Titanic rendait toute tentative de plongée simplement impossible. Au fil des années, plusieurs opérations de sauvetage ont été proposées, mais toutes se sont heurtées à des obstacles insurmontables. Et dans les décennies suivantes, les idées sont devenues de plus en plus farfelues. Certains suggéraient d'utiliser des électroaimants reliés à un sous-marin, censé être irrésistiblement attiré par la coque en acier du Titanic. D'autres proposaient de faire remonter l'épave à la surface, en remplissant la coque de balles de ping-pong, ou en l'entourant d'un iceberg pour la faire flotter. Plutôt ironique, non? Mais toutes ces idées ont vite été écartées comme irréalisables. Et même si elles avaient été techniquement possibles, un problème majeur demeurait. On ne savait toujours pas où se trouvait exactement l'épave. Plus de 40 ans plus tard, grâce aux avancées technologiques majeures, notamment le développement des sous-marins et du sonar, la recherche de l'épave du Titanic connaît un regain d'intérêt. En 1953, Risdon Beasley, fondateur d'une entreprise spécialisée dans le sauvetage maritime, lance une expédition pour retrouver le navire. Sa méthode ? Utiliser de la dynamite pour provoquer des explosions sous-marines. L'idée était que les détonations génèrent des ondes sonores, dont les échos seraient captés par des dispositifs sonars. En analysant ces échos, l'équipe espérait pouvoir cartographier le fond marin et localiser précisément l'épave. Une approche innovante pour l'époque, certes, mais encore bien trop rudimentaire pour aboutir à un résultat concret. En 1977, 25 ans après l'échec de l'expédition de Beasley, Robert Ballard, un géologue marin de la célèbre institution océanographique de Woods Hole, décide de relever le défi. Depuis longtemps fasciné par l'histoire du Titanic, Ballard est déterminé à retrouver l'épave. Avec le soutien d'investisseurs partageant sa vision, il fonde l'entreprise Seasonics International et lance sa toute première tentative. Il utilise alors un navire de forage, équipé de sonar et de caméras fixées à un long tuyau de forage. À l'extrémité de ce dispositif, une pince télécommandée permet de récupérer des objets posés sur le fond marin. Mais la mission tourne court, le tuyau se brise en pleine opération. Résultat, 900 mètres de conduite et de matériel électronique d'une valeur de 600 000 $ sombrent à leur tour dans les abysses. Quelques années plus tard, Jack Grimm, un excentrique homme d'affaires texan du secteur pétrolier, tenta lui aussi sa chance dans la quête du Titanic. Grimm était sans aucun doute l'une des figures les plus atypiques parmi ceux qui ont tenté de retrouver le navire disparu. Ce milliardaire autodidacte avait auparavant financé des expéditions à la recherche de l'Arche de Noé, du monstre du Loch Ness et même de Bigfoot.
Il n'est donc pas surprenant qu'il annonce un jour son objectif le plus ambitieux, découvrir l'épave légendaire du Titanic. Poussé par son ego et sa passion, Grimm parvient à obtenir des financements grâce à ses amis, avec qui il joue régulièrement au poker. Il obtient également un soutien scientifique de l'université Columbia, à qui il verse 330 000 $ pour l'achat d'un sonar à large bande. En échange, il bénéficie d'un accès exclusif de 5 ans à l'équipement, ainsi que de l'assistance d'experts techniques. Connu pour sa personnalité extravagante, Jack Grimm surprend une fois de plus son équipe scientifique, en embarquant à bord un singe nommé Titan, censé être entraîné à indiquer sur une carte l'emplacement supposé de l'épave du Titanic. Mais les scientifiques, eux, ne trouvent pas la blague amusante. Ils posent un ultimatum clair à Grimm, c'est le singe ou nous. Grimm hésite d'abord à se séparer de Titan, mais finit par céder. Il accepte finalement que la mission se poursuive avec l'équipe scientifique au complet, sans le singe. Le 17 juillet 1980, Jack Grimm et son équipe quittent Port Everglades en Floride pour se diriger vers la dernière position connue du Titanic. Il s'agit des coordonnées exactes du dernier signal de détresse envoyé par le paquebot à 2h20 du matin, peu avant son naufrage. Mais malgré cette donnée précieuse, Grimm est rapidement contraint d'élargir considérablement la zone de recherche. En effet, ce signal a été émis 2 heures avant que le navire ne sombre totalement, ce qui signifie que le Titanic a pu continuer à dériver pendant ce laps de temps, poussé par de puissants courants marins. En effet, les courants marins cette nuit-là, dans cette partie de l'Atlantique Nord, s'écoulaient vers le sud. De plus, l'iceberg que le Titanic a heurté avait lui-même été poussé des années auparavant vers le sud par le courant du Labrador, qui descend depuis le Groenland. Cela rendait la localisation de l'épave bien plus complexe que prévu, nécessitant une zone de recherche beaucoup plus vaste que ce qui avait été initialement estimé. Conscient de cette difficulté, Grimm et son équipe débutent la recherche en déployant un sonar latéral accroché à un câble, qu'ils plongent dans l'océan. Ce sonar à balayage latéral est conçu pour être traîné le long du fond marin, émettant des signaux acoustiques vers les 2 côtés, afin de cartographier rapidement de vastes zones et d'identifier toute forme ou anomalie inhabituelle. Lorsqu'une anomalie était détectée, un magnétomètre embarqué était utilisé pour déterminer s'il s'agissait d'un objet métallique, indice potentiel d'un morceau de l'épave, ou simplement d'une formation naturelle du fond marin. Pour assurer un suivi précis, des transpondeurs étaient déployés afin de surveiller les déplacements du sonar et de permettre de marquer les sites intéressants avec des coordonnées exactes. Plus la recherche restait infructueuse, plus Grimm et son équipe commençaient à douter de la précision des dernières coordonnées transmises par le Titanic. Ils analysèrent les événements survenus après le naufrage, en particulier le lieu où les survivants avaient été secourus, plusieurs kilomètres à l'est de la position d'où le signal de détresse avait été envoyé. Cette divergence donna naissance à la théorie selon laquelle la position rapportée du navire pourrait être inexacte. Cela souleva alors la question de savoir si le Carpathia avait trouvé les canaux de sauvetage plutôt par hasard que par une recherche ciblée. Suite à ces constatations, Grimm et son équipe élargirent la zone de recherche lors de leur prochaine expédition, afin de prendre en compte la dérive possible du Titanic après l'envoi du dernier signal de détresse. Équipée de technologies améliorées, notamment du système sonar de pointe Scripps Deep Tau, l'équipe était confiante de pouvoir localiser cette fois-ci l'épave tant recherchée. Malgré le mauvais temps et plusieurs pannes techniques, ils poursuivirent la recherche. Sur les 14 zones scannées, 13 se révélèrent être des formations naturelles du fond marin. Le dernier jour de l'expédition, alors que le temps pressait, l'équipe décida de tenter sa chance une dernière fois, cette fois avec une prise d'image numérique. Une caméra fut montée sur un traîneau et traînée juste au-dessus du fond océanique. En parcourant les images, une forme étrange apparut soudain à l'écran. Après une analyse approfondie, cet objet mystérieux semblait être une hélice de navire. Enfin, après de nombreuses tentatives infructueuses, Grimm crut avoir découvert au moins un fragment du Titanic. Mais alors qu'il se préparait à examiner l'endroit plus en détail, le temps imparti à l'expédition prit fin. L'équipe dut reprendre la route vers la terre ferme, sans la certitude définitive qu'il s'agissait bien de l'épave du Titanic, ou simplement d'une autre anomalie du fond marin.
Déterminé à ne pas abandonner, Grimm prépara en 1983 une 3e expédition, axée sur l'étude de l'objet en forme d'hélice. L'équipage planifia la mission avec un soin extrême et disposait d'une technologie bien plus avancée qu'auparavant. Cela permit d'observer des images beaucoup plus nettes du fond marin. Cependant, malgré une recherche approfondie, l'objet ressemblant à une hélice ne réapparut jamais. Plus de 70 ans s'étaient écoulés depuis le naufrage du Titanic, et l'épave restait introuvable. Même si Jack Grimm ne trouva pas l'épave, ses expéditions permirent de dresser une carte assez détaillée de la zone où le navire avait sombré. En 1983, Ballard ne se laissa pas décourager par ces résultats et prépara une nouvelle tentative. Cette fois, il sollicita des officiers de la marine pour obtenir des fonds destinés à la technologie des véhicules sous-marins sans pilote nécessaires à la découverte du Titanic. La marine manifesta de l'intérêt pour cette technologie, mais sa véritable motivation était liée à 2 sous-marins coulés durant la guerre froide, l'USS Thrasher et l'USS Scorpion. Bien qu'officiellement récupérée et étudiée, la marine voulait s'assurer qu'aucun déchet nucléaire ne restait. Dans le contexte de la guerre froide, l'épave devait rester secrète et cachée des soviétiques. La recherche du Titanic servait ainsi de couverture parfaite, permettant à Ballard d'être discrètement envoyé dans la zone. Finalement, la marine américaine accepta de financer la proposition de Ballard pour un nouveau véhicule télécommandé nommé Argo. Argo était un dispositif traîné sur un traîneau capable d'opérer à des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres, équipé de sonars, caméras et projecteurs pour capturer des images à la fois en grand angle et en détail. La marine américaine chargea Ballard et son équipe de missions d'1 mois pour la maintenance et l'exploitation du système Argo. En échange, Ballard pouvait utiliser le reste du temps pour rechercher le Titanic, ce qui servait aussi de test pour l'équipe. En 1984, Ballard reçut en outre la mission de localiser les sous-marins nucléaires coulés durant la guerre froide dans l'Atlantique Nord, l'USS Thrasher et l'USS Scorpion. Son équipe n'examina pas seulement les épaves, mais fit aussi une découverte importante qui allait les aider dans la recherche du Titanic. Lors du naufrage, les sous-marins laissent un vaste champ de débris, les matériaux plus légers étant emportés plus loin par les courants marins. Ce champ de débris peut être suivi pour localiser le site principal de l'épave. Après la localisation des 2 sous-marins coulés, la marine confia à Ballard et son équipe en 1985 une seconde expédition, cette fois pour cartographier l'épave de l'USS Scorpion. Il ne restait que 12 jours pour la recherche du Titanic. Comme les tentatives précédentes pour trouver le Titanic avaient chacune duré plus de 40 jours sans succès, Ballard chercha un soutien supplémentaire et s'associa avec l'agence française de recherche marine Ifremer, dirigée par Jean-Louis Michel. L'agence avait développé un sonar à balayage latéral haute résolution et le plan prévoyait que Michel et son équipe identifient les cibles potentielles en utilisant une technique connue sous le nom de tonte de pelouse. Ces zones furent ensuite examinées plus en détail par l'équipe américaine à l'aide d'images filmées par le système Argo. Du 5 juillet au 12 août, le navire français parcourut systématiquement une zone de 400 km² sans rien trouver. Ballard conclut que la recherche de l'épave du Titanic uniquement au sonar serait probablement infructueuse. Il décida alors de se concentrer sur la recherche du champ de débris, sur la base des enseignements tirés de ses recherches sur un sous-marin coulé. Contrairement au sonar, incapable de distinguer les débris artificiels des objets naturels, les caméras d'Argo pouvaient le faire. De plus, le champ de débris offrait une cible bien plus vaste que la recherche ciblée de l'épave elle-même. La nouvelle stratégie consistait à traîner Argo en continu au-dessus du fond marin, tandis que les chercheurs analysaient en temps réel les images des caméras par équipe. Pendant des jours, Argo ne montra que des formations naturelles du fond marin. Alors que les 12 jours touchaient presque à leur fin, le temps manquait à l'équipe. Soudain, dans les images en direct d'Argo, il n'y eut plus de formation naturelle, mais des débris artificiels. En suivant la trace de ces débris, Argo découvrit un objet plus grand. L'équipe reconnut immédiatement sa forme. Elle correspondait aux photos étudiées précédemment du navire. Argo venait de passer au-dessus de l'une des chaudières du Titanic.
Le 1er septembre 1985, après 73 ans de recherche, l'épave du Titanic fut enfin découverte. La position exacte se trouvait à environ 24 km du lieu où le dernier signal de détresse du Titanic avait été émis avant le naufrage. Le lendemain, l'équipe retourna à l'endroit où elle avait découvert la chaudière et trouva également la proue du Titanic. À environ 600 mètres de là, ils découvrirent la poupe du navire, confirmant la théorie des témoins oculaires selon laquelle le Titanic s'était brisé avant de couler. Les images montraient la proue intacte, sur laquelle le nom Titanic était encore faiblement visible sur la coque. Lors des explorations ultérieures, l'équipe trouva de nombreux artefacts dispersés autour du site du naufrage, notamment des objets personnels comme des chaussures et des vêtements. En 1986, Robert Ballard et l'institution océanographique de Woods Hole sont retournés sur l'épave du Titanic. Cette expédition fut la première exploration officielle du navire à l'aide d'un sous-marin habité, Alvin, et du véhicule télécommandé filaire Jason Jr. Lors de 11 plongées, Ballard a réalisé des heures d'enregistrement vidéo et pris plus de 57 000 photos du Titanic reposant au fond de l'océan. Jason Jr. a également été utilisé pour inspecter l'intérieur de l'épave. Un moment mémorable fut atteint lorsque le véhicule s'est approché du grand escalier où une lampe de cristal était encore suspendue sur le pont C. En plus de l'exploration de l'épave, plusieurs équipes ont mené dans les années suivantes des opérations de récupération, ramenant de nombreux artefacts, parmi lesquels des objets personnels, des pièces du navire et des fragments de la somptueuse décoration intérieure du Titanic. Ces objets ont été exposés dans divers musées à travers le monde, attirant l'attention du public sur la tragique histoire du Titanic. Entre 1993 et 1998, la société RMS Titanic Inc. a organisé une série d'expéditions au cours desquelles plus de 4000 objets ont été récupérés. Lors d'une expédition en 1996, l'équipe a tenté, de manière controversée, de remonter un grand morceau de la coque extérieure du Titanic. Cette pièce, pesant 20 tonnes et mesurant environ 4,5 par 7,6 mètres, comprenait des parties des cloisons de 2 cabines de première classe sur le pont C et s'étendait jusqu'au pont D. Ce segment possédait 4 hublots, dont 3 encore vitrés. On pense que cette partie s'est détachée lors du naufrage ou à l'impact avec le fond marin. La tentative de récupération du grand morceau en 1996 est devenue un événement médiatique, où des passagers de croisière payaient jusqu'à $5 000 pour assister à l'opération. Des ballasts ont été placés à environ 3800 mètres de profondeur et attachés à une grande section. Ils ont ensuite été remplis de diesel, ce qui a permis à la pièce et au ballast de remonter à la surface. Toutefois, la tentative s'est soldée par un échec, lorsque des intempéries ont fait céder les câbles, faisant retomber la pièce au fond de l'océan. La récupération réussie a finalement eu lieu en 1998 et la pièce a été exposée par la suite à l'hôtel Luxor de Las Vegas. Cette opération de récupération du grand morceau a été vivement critiquée par des archéologues marins, historiens et scientifiques qui l'ont qualifiée de coup médiatique purement commercial. Certains sont même allés jusqu'à la comparer à une profanation de sépulture. Dans les années qui suivirent, d'autres expéditions furent lancées pour étudier plus en détail le Titanic. Les équipes de chercheurs tentèrent de mieux comprendre le design du navire, les événements ayant conduit à son naufrage, ainsi que la vie des passagers à bord. Au fur et à mesure que le nombre d'expéditions augmentait, il devint évident que l'épave se désintégrait à un rythme alarmant. Les conditions extrêmes des profondeurs marines, combinées à la prolifération incessante de bactéries mangeuses de fer, représentaient une menace sérieuse pour l'intégrité du navire. Les visites plus récentes de l'épave ont apporté de nouvelles connaissances sur la conception et la construction du Titanic. Des technologies d'imagerie avancées ont permis aux chercheurs de créer des modèles 3D détaillés de l'épave, révélant son intégrité structurelle et le degré de dégradation. Ces modèles sont des outils précieux pour les futures opérations de conservation et aident à élaborer des stratégies visant à préserver le navire aussi longtemps que possible, malgré sa décomposition progressive. Le 14 avril 2012, à l'occasion du centenaire du naufrage, l'épave du Titanic a été reconnue comme site protégé par la Convention de l'UNESCO de 2001 pour la protection du patrimoine culturel subaquatique.
Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur la pertinence de futures plongées sur l'épave, considérée comme un lieu de mémoire solennelle, un véritable cimetière marin où reposent les victimes. Ce sentiment s'est renforcé après le drame du submersible Titan d'OceanGate en 2023, qui a coûté la vie à 5 occupants. Par ailleurs, pour beaucoup, l'histoire du Titanic reste étroitement liée au mystère d'autres disparitions contemporaines, comme celle du vol MH370 de Malaysia Airlines. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons les théories, les recherches entreprises et les raisons pour lesquelles cette énigme demeure non résolue depuis près d'une décennie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour votre visite et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.